Et salut. Bon bah du coup vous avez été plein à bien aimer le vlog de thèse, alors on continue. Vous m'avez posé plein de questions, alors j'essaierai d'y répondre au fur et à mesure, c'était super cool. Merci d'avoir été tolérant pour la technique. Et du coup là j'attaque le deuxième chapitre, donc aujourd'hui je vais bien le préparer pour pouvoir lancer la rédaction, je vais structurer bien le plan du chapitre, etc. Et du coup je vais vous montrer mon deuxième laboratoire, parce que donc je vous ai montré le laboratoire d'histoire ancienne, qui s'occupe de la partie antiquité, parce que je travaille sur l'antiquité mais au 19e siècle. Et maintenant je vais vous montrer le laboratoire d'histoire contemporaine, donc pour la partie 19e siècle. Donc c'est beaucoup moins neuf. Et donc voilà notre bureau avec Annelise qui travaille. Coucou Annelise, c'est là ma place. Alors tu vois aujourd'hui du coup pour faire mon nouveau chapitre, j'organise mes sources. Du coup pour pouvoir les ranger, comme il y a beaucoup de documents et qu'en plus c'est des images, j'ai une base de données. Donc ça ressemble à ça quant à la liste. Du coup j'ai une petite fiche avec des catégories de ce que je voulais mettre dedans et ça te permet en fait simplement de gérer plus facilement tes images ou tes nombreuses données plutôt qu'avec un fichier Excel ou un fichier Word. Et donc je me rends compte que en fonction des sources que j'ai là, qu'il va peut-être falloir changer un peu mon plan à cause de ça. Et là c'est le seum. Bref. On va y réfléchir. Et salut! Juste avant de partir à la fac, je voulais te montrer un petit truc. Souvent, on a besoin de checker des petits, juste des petites infos, des trucs comme ça. Le réflexe, c'est souvent d'aller sur Wikipédia. Et Wikipédia, bah, comme tout le monde peut contribuer, il y a des trucs très bien et des trucs pas bien. Même si c'est une super initiative. Mais du coup, moi, pour ma thèse, je vais évidemment voir des trucs sur Wikipédia, notamment pour regarder la bibliographie qu'il y a dedans. Mais sinon, de temps en temps, pour avoir un truc plus fiable et un peu du même ordre avec des articles courts comme ça, mais qui normalement sont vérifiés, j'utilise le site d'Universalis. Et l'encyclopédie, c'est un site qui est payant, mais grâce à la fac, j'ai un abonnement. Et si bien sûr tu n'as pas la chance d'avoir une université qui te permet d'avoir cet abonnement, ou si tu n'es pas à l'université, tu peux juste par exemple aller voir les articles du dictionnaire Larousse en ligne qui fait ce genre de choses. Et donc a priori, c'est des contenus vérifiés. On peut imaginer qu'ils sont un minimum sérieux. Voilà. Des fois c'est des trucs qui peuvent substituer à Wikipédia, même si sur Wikipédia, encore une fois, il y a aussi des choses bien sûr. Allez, je te laisse, je pars à la fac. Hey, je te rends des bouquins à la BU et du coup c'est l'occasion de te montrer un peu le campus, ce nouveau campus encore en travaux. Ça a tellement changé depuis les 10 ans, ça fait à peu près 10 ans en fait que je suis arrivée à la fac quand j'étais en licence. Et waouh, ça date. Alors là t'as la bibliothèque universitaire centrale et après t'as une bibliothèque par l'IFR. Donc nous on va aller à l'IFR, la bibliothèque d'histoire. 10 ans à la fac, c'était genre en 2007. Et je disais tout à l'heure que j'ai passé 10 ans à la fac. Enfin pas vraiment exactement, il y en a qui m'ont posé la question du parcours et tout. En fait, après le bac j'ai fait d'abord une année de prépa à Bordeaux, juste une année d'Hippocagne. Et ensuite j'ai fait un L2 d'histoire à ma fac, donc au Mirail à Toulouse. Et ensuite j'ai fait un L3 pour préparer le concours de prof des écoles, puisqu'à l'époque il fallait juste avoir une licence. Après j'ai fait la prépa du concours des écoles, il fallait être reçu dans cette prépa avec un concours, tout ça. Et ensuite j'ai eu le concours, et ensuite j'ai pu enseigner pendant 3 ans et je m'étais mise à mi-temps pour faire mon master d'histoire parce que j'avais pas envie d'arrêter l'histoire et ça me plaisait beaucoup et je sentais que le métier de prof ça allait peut-être pas être tout à fait ça, enfin en tout cas j'avais pas aimé la formation et en fait en enseignant j'ai beaucoup aimé mais j'avais le master à côté à mi-temps et du coup le master ça s'est bien passé, je l'ai fait en 3 ans puisque j'enseignais en même temps et j'étais inspectée aussi dans ces années-là et ensuite j'ai eu une opportunité pour aller en thèse et comme je vous avais raconté j'avais un financement de thèse donc j'ai pu arrêter de travailler donc j'ai toujours mon statut de prof des écoles. A priori c'est pas trop le projet de retourner à l'enseignement mais on sait jamais, mais j'aimerais mieux après la thèse à travailler dans la vulgarisation. Et donc il y en a qui m'ont demandé s'il fallait pas passer l'agrégation pour faire une thèse en histoire. Alors c'est pas obligé pour faire une thèse du tout, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on demande de plus en plus aux nouveaux doctorants, c'est d'avoir déjà un concours de l'enseignement, tout simplement parce que déjà ça traduit une certaine capacité de travail en plus de ce que t'as produit en master, et ensuite parce que comme ça t'as une sécurité après, parce que la thèse d'histoire ça n'apporte pas de travail. Par contre ensuite pour avoir un poste de maître de conférence, c'est la logique lignée après avoir fait une thèse, mais les places sont très très chères. C'est stipulé nulle part qu'il faut avoir l'agrégation, mais il y a déjà tellement d'agrégés qui n'ont pas de poste que logiquement ils passent devant, puisqu'ils ont un meilleur dossier et que ça se joue à ce genre de choses. Alors il y a toujours des exceptions. Moi j'ai des potes doctorants qui n'ont pas du tout de concours d'enseignement, c'est pas obligé. Et je connais aussi quelques personnes qui ont eu des postes sans être agrégés ou qui sont passés au CNRS, là on te demande pas ça. Mais bon, d'une manière générale c'est quand même très rare quoi. Donc il vaut mieux être agrégé. Et moi c'est hors de
de questions que je passe l'agrégation, ça me dit pas du tout parce que ça veut dire que déjà c'est un concours difficile, mais ça c'est pas forcément un vrai critère pour pas essayer, mais c'est surtout que ça veut dire que après tu dois enseigner dans le secondaire, ce qui ne m'attire pas du tout, hein, mais chacun ses goûts, mais moi c'est vraiment pas mon truc. Et si t'enseignes dans le secondaire en espérant avoir un poste de maître de conf un jour, peut-être ça va arriver, peut-être jamais, et du coup tu resteras dans le secondaire. Et c'est vraiment pas un truc que j'ai envie de faire du tout. Donc moi je me destine pas à une carrière académique, et je pense qu'après j'essaierai de vivre de la chaîne, ou je retournerai enseigner si c'est pas possible, ou je chercherai encore autre chose, et on verra. Voilà. Et il y a certaines personnes aussi qui m'ont demandé, mais du coup pourquoi tu commences à rédiger qu'en 4e année, qu'est-ce que t'as fait avant et tout. C'est pas du tout bizarre en histoire de commencer qu'en 4e année, il y en a qui commencent plus tard, il y en a qui commencent plus tôt aussi bien sûr. Mais pendant les 3 premières années, déjà tu fais tout un travail de recherche, donc t'accumules des lectures et des sources, comme ce dont je vous ai déjà parlé. Tu fais pas que ça, tu fais vraiment plein de choses. Alors si tu n'as pas de financement, déjà tu travailles à côté, donc ça prend beaucoup de temps pour pouvoir vivre et manger, bien sûr. Et si comme moi t'as la chance donc d'avoir un contrat doctoral, bah, tu peux être amené notamment à donner des cours. Donc moi j'ai donné des cours en licence pendant 2 ans, 2 semestres donc. Et ça, en vrai, quand tu fais ça, ça te prend tout ton temps. Surtout au début, c'est vraiment très long de préparer tes cours, c'est très prenant, c'est difficile d'être disponible mentalement pour autre chose. Il y en a qui arrivent et je respecte infiniment, mais moi les semestres de cours, j'ai très peu avancé sur ma thèse malheureusement. Il y a plein de gens qui m'ont dit « Oh, j'aimerais trop t'avoir comme prof ». Alors sachez que je suis absolument banale comme prof, j'enseigne de manière tout à fait classique et je suis pas du tout en train de faire des grimaces, alors des petites blagues de temps en temps, mais c'est tout. J'ai des étudiants qui pourront témoigner. Faut garder une posture d'enseignant, je vais pas dire des gros mots ou des trucs comme ça en cours. Donc c'était on ne peut plus classique et peut-être décevant pour ceux qui connaissaient la chaîne avant de m'avoir en cours. Et j'ai fait aussi d'autres trucs pendant la thèse, j'ai participé à des colloques ou à des journées d'études, j'ai fait des publications, j'ai fait pas mal de communications dont une en anglais à Londres, donc tout ça c'est des choses qui prennent énormément de temps à faire mais qu'on te demande de faire pour ton expérience personnelle et pour ton dossier si tu veux aller plus loin, ce qui sera pas mon cas mais de toute façon c'est profitable. Plus par exemple j'ai suivi les cours de licence 1 de grec ancien pour me remettre au niveau, des cours d'anglais aussi, enfin voilà. Et puis j'ai des engagements par ailleurs à la fac où je suis représentante des doctorants dans certaines instances de l'université, voilà. Donc toutes ces choses-là combinées, et ben oui, ça prend du temps. C'est pour ça que j'ai commencé à rédiger qu'en 4e année. J'avais écrit juste une intro dans la 3e année qui va pas du tout et qu'il faudra totalement reprendre. Voilà. C'est donc ça que j'ai fait pendant les 3 premières années. Voilà, poutou. Et salut, aujourd'hui je suis dans mon labo d'histoire ancienne. Je voulais te parler d'un outil super cool et super indispensable quand tu écris une thèse, un mémoire, etc. C'est l'outil Zotero. Donc Zotero, c'est ça. Zotero, voilà. Donc Zotero, c'est un outil qui te permet de faire automatiquement des notes de bas de page et de générer aussi ta bibliographie. Donc la bibliographie, pour ceux qui connaissent pas, c'est l'ensemble des données des ouvrages que tu as lus, que tu as cités, que tu as utilisés dans ton travail. Et en fait, ça s'organise d'une manière très précise, il y a des normes à respecter, donc elles varient suivant les disciplines, les labos. L'important c'est de choisir une norme que tu mets partout. Ben moi je mets le nom de l'auteur en premier, ensuite le titre de l'ouvrage en italique, ensuite le lieu d'édition, ensuite l'éditeur, ensuite la date par exemple. C'est une façon de faire. Et du coup c'est très pénible à faire à la main, c'est très chiant. Pareil pour les notes de bas de page, il y a une façon très précise de citer les choses avec des codes à respecter. Tu dois faire pareil dans tout ton manuscrit, quelles que soient les normes que tu as choisies. Et donc Zotero, ça te permet de le faire automatiquement. Et ce qui est génial avec Zotero, c'est qu'il peut aussi te rentrer automatiquement des ouvrages que tu lis en ligne par exemple. Donc je clique hop sur le truc, ça me dit Saving to Zotero. Hop, voilà, ça s'est ajouté. Mais c'est super pratique, tu vois, il a déjà rempli le titre, l'auteur, les lieux d'édition, etc. Après, moi, je vais vérifier que le logiciel ait bien fonctionné. Par exemple, la date, je veux pas qu'elle soit écrite comme ça. Donc, je vais l'écrire comme ça, etc. Et ensuite, moi, dans mon document, je te fais un exemple sur Word. Donc, j'ai pris une page blanche, tu vois. Donc, j'ai écrit n'importe quoi. Et ensuite, je vais cliquer sur ma petite icône Zotero que j'ai ajoutée ici. Et donc, là, je vais lui dire, je vais taper le nom de la référence que j'ai rentrée tout à l'heure. Et mettons, c'est celui-là, hop. Je fais entrer et bim, j'ai ma petite note qui est toute faite. Et ça c'est vraiment trop cool. Et comme tout outil, il est pas parfait, mais c'est quand même ouf. Et donc à la fin aussi, avec toutes les notes que tu as prises, il peut aussi générer automatiquement une bibliographie. Donc c'est un super outil, je conseille énormément. Allez, back to work, poutou. Bonjour. Oui, j'ai un pyjama dino. Regarde comme il est cool. Attends.
Hey salut, ça va? Alors aujourd'hui je suis à Paris, petite pause dans la thèse, et du coup je suis chez Lucie qui dessine. Salut Lucie! Salut, ça va? Et ensemble on prépare un prochain relooking mythologique sur Dionysos, et du coup Lucie est en train de faire des propositions de dessin. Alors voilà, on cherche des idées, Oui, ça va être cool. je sais pas encore à quoi va ressembler Dionysos, mais je pense un petit truc un peu chibi, un peu mignon, tu vois, en mode... ça Oui va être- alors explique, parce que moi chibi je savais pas ce que ça voulait dire. Alors chibi, c'est avec des proportions un peu cheloues de gamin en fait, c'est ce qu'on voit à la Japan Expo. Ça va être avec une grosse tête comme ça, et puis un petit corps tout mignon, il va être comme ça, tu vois. Ouais, je vois. Et ses petits bras et machin. Ah, c'est ça? Avec ses petits raisins comme ça. Ouais. C'était pour expliquer le chibi. Et du coup, Carrément. tu vois, je me dis, on peut lui faire une petite tête comme ça, un peu mignonne à Dionysos. Et puis après, en anime, il avance et il va boire des coups et il va tuer des gens. Ouais, parce que donc Dionysos c'est un dieu de mort et de vie. Voilà. Et regardez comme il transpire la mort. Ouh là là, il est méchant. Et du coup j'aime bien moi cette idée de décalage entre un dessin un peu mignon et un contenu trash. Enfin bref, un petit truc comme ça, je pense que... Petit design de Dionysos, je pense que ça peut être sympa. Je pense qu'on peut Ouais, faire un truc un ça peu va être comme trop ça. cool Lucie, je suis trop chaud. Lucie elle vient d'avoir une super idée pour l'épisode. Ouais, parce que dans ta vidéo, tu dis la montagne et la faune et la flore se joignent à elle. Et du coup, moi j'ai envie de faire une animation où t'as une petite montagne qui rejoint la dame. Voilà, on est con, on n'a pas encore bu hein. Non, On n'a pas non, encore c'est ça qui est triste en fait. Et bon on va chercher des bières. Allez. Bon appétit Bart. Tu veux un petit croc? On va tourner? Allez. Allez, on va tourner pour le Grand Palais. C'est toi Bart, je tourne. Eh salut, je voulais te montrer un truc, regarde. En fait, je suis allée au conseil de mon école doctorale. L'école doctorale, c'est genre un peu le pôle administratif qui gère les doctorants de ta discipline et des disciplines associées un peu. Et un peu comme la vie scolaire au collège, tu vois. Et du coup, on nous a distribué la liste des thèses soutenues pour l'année 2016-2017. Donc voilà, tu vois, donc moi finalement 4ème année, je suis pas trop mal barrée, donc je devrais soutenir dans la 4ème ou la 5ème année. Donc c'est à peu près moyen comme durée de thèse en fait. Je pars pour Play Azur, je suis trop contente. Du coup cette semaine, Paris, tournage, en fin de 2 semaines ce week-end, Play Azur, ça fait pas beaucoup de thèses cette semaine, j'ai quand même lu des trucs et écrit quelques pages. Mais voilà, je suis obligée de faire ces trucs là aussi pour avancer sur les vidéos, et puis Play Azur, c'est aussi du plaisir, il faut en avoir dans la vie. Allez, j'y vais! Waouh, c'est Play Azur. Il y a beaucoup de monde. Et coucou, on a Play Azur avec Bonjour. du Pilab. Bonjour. Pilab. Regarde Chris. Emily César, hello. Bisous le vlog. Et salut, aujourd'hui on est dimanche et je suis chez Annelise. Coucou Annelise. Et du coup c'est vachement cool parce que avec Annelise on est au même stade de la thèse, on est en rédaction toutes les deux. Du coup on se comprend et on peut travailler ensemble et se soutenir. Donc de temps en temps le week-end je viens travailler chez elle. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a Annelise? Pas bien coiffée. Bon Guillaume il est 7h30 là, on y va? Avec Guillaume on a un peu les piliers du labo quoi. Hein finalement, on ferait mieux d'aller boire des bières, tu crois pas? Il est incorruptible. Et salut, ça va? Ça fait un moment que je t'ai pas fait un petit point sur où j'en suis. Eh bien, nous sommes le 1er mars, je suis toujours dans mon 2e chapitre. J'ai écrit 27 pages, mais je suis plutôt en retard sur ce que je m'étais fixé, ça arrive. Et ça va arriver souvent, t'as vu, ça arrive à chaque fois en fait. Alors pourquoi suis-je en retard? Il y a eu plusieurs trucs. Déjà, le fait que en commençant ce nouveau chapitre, j'ai décidé de changer le plan. Ça c'est un processus normal qui montre que ta réflexion mûrit. Et du coup, il a fallu que je soumette ce plan à mes directeurs, qu'ils l'ont validé, voilà, on est reparti sur autre chose. Mine de rien, à chaque fois, c'est un exercice mental pour te mettre dans un nouveau schéma, donc ça prend un peu de temps. Ensuite, sur le mois de février, eh bien, comme d'habitude, il a fallu que je produise une vidéo pour Mondes Sociaux. Il a fallu aussi que je publie une vidéo sur ma chaîne. Et j'ai aussi fait la vidéo pour le Grand Palais, donc beaucoup de vidéos ce mois-ci. Plus Play Azur, c'était super cool d'ailleurs et merci au public d'avoir été là, d'avoir participé. Donc ça, certes, c'était un week-end de plaisir plus un peu de préparation pour ça. Le reste, donc les vidéos, comme vous savez, bah, c'est mon travail, hein, c'est ce qui me fait vivre. Donc j'ai vraiment pas de culpabilité d'avoir passé du temps là-dessus et plus de temps que d'habitude. Donc Mondes Sociaux, je vous ai expliqué la dernière fois, il faut que je leur fasse une vidéo par mois sur leur chaîne. Et donc sur ma chaîne à moi aussi, donc là c'est à la fois plaisir et travail puisque vous me rémunérez via Tipeee et c'est la moitié de mon salaire, donc c'est très important. Et surtout c'est très important pour moi, c'est mon bébé, c'est mon projet et tout.
Donc je veux publier toujours au moins une vidéo par mois dessus. Même si peut-être à la fin de la rédaction ça sera plus tendu, je vous le cache pas. Et donc d'ailleurs à ce propos j'ai eu des petites remarques à la sortie de la vidéo sur Bangkok où certains ont dit ah ouais d'accord ça sert à ça le Tipeee à partir en vacances. Alors du coup j'aimerais juste clarifier un tout petit peu. Donc je vous donne ma vision du Tipeee. Le Tipeee ça n'est pas un Ulule ou un Kickstarter, donc un financement pour un projet à venir où tu donnes des sous pour réaliser un projet concret. Un Tipeee donc où tu fais des tips. Pour moi, donc un tip, hein, c'est un pourboire en anglais, donc c'est pour récompenser un travail déjà accompli. Du coup, cet argent-là, a priori, la personne à qui tu le donnes peut l'utiliser comme elle veut. C'est comme quand tu files un pourboire à un serveur dans un bar, tu lui dis pas cet argent, tu dois l'utiliser pour acheter une chemise pour le boulot, hein, ou ce genre de truc. Voilà. En tout cas, c'est la vision que j'en ai, mais bon, je pense pas que vous vous êtes dit en mettant de l'argent dessus pour ceux qui l'ont fait, et merci beaucoup. Comme ça, je vais l'empêcher de voyager, comme je lui donne des sous sur Tipeee, il faut qu'elle reste chez elle. Donc voilà, donc vous savez que les sous du Tipeee, je m'en sers pas du tout que pour améliorer les vidéos, je m'en sers pour manger, je m'en sers pour payer mon loyer, et si j'ai des extras aussi pour partir, ce qui me permet de vous faire des vidéos à l'étranger, je trouve que c'est aussi un peu cool pour vous, enfin en tout cas ça me semble être une bonne idée. Je m'en suis servi pour acheter du matos, par exemple ceci, un micro pour enregistrer la voix off sur la vidéo de Bangkok qui me resservira plein de fois. Je vais m'en servir aussi pour rémunérer un peu Lucie, que vous avez vu, qui va faire donc les animations sur le prochain relooking. Voilà, donc je ne sais pas si on a la même conception du Tipeee, mais je vous ai donné la mienne. Comme ça, c'est clair, c'est transparent, vous savez comment je l'utilise et vous donnez en connaissance de cause. Allez Gigot, je pars à la fac. Poutou. Ouh, quel appartement pas rangé. Oulala. Oh, une serpillière. Oui, elle a passé la serpillière. Ouh, on s'en fout. Aujourd'hui, je veux la soutenance de thèse d'une copine. Ouh, c'est la pression. Du coup, c'est toujours le moment qui te met voilà, un petit coup de pression parce que tu sais que tu vas y passer un jour, c'est assez solennel et tout. Et bref, mais je sais qu'elle va déchirer parce qu'elle a eu des pré-rapports géniaux. C'est les gens qui lisent la thèse avant qu'elle soutienne et qui disent si oui ou non elle a le droit de soutenir en gros. Et ils étaient très très positifs, donc je pense que ça va déchirer. Et du coup, c'est cool parce que c'est boostant. Allez, poutou. Et salut, ça va? Aujourd'hui, on est donc le dimanche 5 mars et voilà, comme je te disais hier, j'étais à la soutenance d'une copine qui a vraiment brillé comme prévu, c'était super top, elle est trop forte. Voilà, c'est toujours des super moments mais ça met la pression de ouf parce que tu te dis waouh, je ferai jamais comme ça, elle a clairement fait un truc qui va marquer la recherche, ce qui ne sera pas mon cas, hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, ça te met la petite pression mais ça fait trop plaisir pour ta pote. Du coup, aujourd'hui, j'ai reçu les premières corrections d'un de mes directeurs, d'une de mes directrices. Et j'ai peur, j'ai pas encore ouvert, donc je vais ouvrir le document maintenant pour voir un peu ce que ça dit. Comme ça, comme je suis en train d'écrire le deuxième chapitre, je vais pouvoir prendre en compte aussi ses remarques pour éviter qu'elle me fasse les mêmes remarques à chaque fois, notamment pour ce qui est de la forme. Voilà, c'est une directrice qui est super parce qu'elle corrige énormément, donc elle me corrige à la virgule près, etc. C'était ma directrice en master aussi, je sais qu'elle fonctionne comme ça, donc c'est super rassurant parce que je sais que si je suis ses corrections, normalement je peux pas me planter, j'espère. Et mais du coup c'est toujours vraiment la pression quand tu ouvres le document parce que tu sais que ça va être blindé de remarques et de commentaires et c'est un peu, pas décourageant mais c'est un peu, peut-être met toujours la pression, que ce soit bien ou pas d'ailleurs, mais en master c'était comme ça et ça a payé puisque j'ai, grâce à elle et ses corrections, j'ai quand même eu 18 en master, c'est pas pour me la raconter mais c'est juste pour dire que voilà, c'est quelqu'un qui te suit vraiment et ça fait la différence. Et en plus là je suis pas très sereine parce que ce premier chapitre je sentais qu'il était pas ouf et vu son mail je pense que c'est le cas, donc voilà, je pense que les remarques vont être salées, mais il faut ce qu'il faut. T'as fait un truc pas bien, bah tu dois te rattraper, donc c'est comme ça, donc je vais essayer d'en tirer un enseignement. Ok, c'est parti, correction. Alors, ok, beaucoup de trucs à préciser, le style est pas bon, ça je sais, en plus c'est le premier truc que je réécris depuis longtemps, donc mon style est très rouillé. Là il manque des références, ça je l'attendais parce que dans ce premier chapitre, j'ai vraiment pas assez cité je le sentais, hein, de références historiographiques, comme on dit, c'est-à-dire d'ouvrages d'histoire sur le sujet traité, et c'est quand même un peu la base en histoire, hein. Bien joué meuf. Très intéressant. Ça fait du bien. Donc j'ai cité un truc très intéressant et je pense que le fait qu'elle me dise très intéressant c'est aussi pour dire vas-y creuse ça et tout, c'est cool. Regarde, il y a marqué très intéressant. Là, tu le vois, très intéressant. La meuf elle relève un truc positif, elle en peut plus parmi tous les à revoir.
Et du coup, à la fin, elle m'a mis une remarque générale. Alors, donc ok. Voilà, et bien c'est parti, au boulot. Ouh, j'ai fini mon deuxième chapitre, et donc ma première partie. Yay! On a 45 pages pour ce chapitre, c'est cool, ça nous fait donc une première partie à une petite centaine de pages. Voilà, j'en peux plus, donc je viens de finir de relire, je vais envoyer ça. Ensuite, je vais essayer de rencontrer mes directeurs dans le mois d'avril, tous ensemble, ils sont 3, pour qu'on discute de cette première partie, maintenant qu'elle est écrite, enfin que la première version est écrite. Il y a beaucoup de taf de correction en général, mais il faut ce qu'il faut, ça fait du bien d'avoir écrit un truc. C'est donc la fin de la première partie, il y en a 3, c'est pas du tout le tiers du travail, parce qu'après il faudra toutes les recorriger, il faudra écrire la conclusion, l'intro, faire la bibliographie, le catalogue, la base de données. Voilà, c'est chaud, mais bref, c'est cool, on est le 14 mars, et j'ai écrit un premier jet de ma fucking première partie. Yay! Et pour fêter ça, je vais aller taper dans le frigo du labo, parce qu'il y a des restes d'un buffet. Et c'est trop cool, et on a le droit de se servir. Il y a trop de trucs dans ce frigo! Trop cool. Allez, poutou, je vous retrouve vite. Et là, je vais devoir, dans les jours qui arrivent, m'attaquer à la vidéo de monde sociaux pour ce mois-ci. Vous en sortirez une pour vous. Mais c'est reparti. Go, go! Je te fais un gros bisou. N'hésite pas à partager ce vlog. Et on se dit à très vite pour une autre histoire.